Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous voir nombreuses à ce webinaire. Donc, ça a été dit, le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment les achats responsables. Quand on a échangé avec Alix, l'idée, en tout cas que j'ai cru cerner, c'était vraiment que pour vous, ce qui était important, c'est de comprendre pourquoi il y avait intérêt à s'intéresser à ce sujet et surtout comment, de manière assez pratico-pratique, on pouvait l'imaginer au sein d'une PME. Donc, on va tâcher de répondre à ces questions. Mais bien sûr, voilà, il y aura cette fameuse session questions-réponses qui a été mentionnée où je tâcherai aussi de répondre aux interrogations plus précises que vous avez. Donc, on va rapidement balayer un sujet avec lequel vous êtes familier, je pense, maintenant, hein, mais qui sont quand même importantes. C'est une fameuse notion fondamentale qui sont liées aux achats responsables. Comment on en est arrivé, en fait, à parler de ce sujet-là en entreprise, les facteurs d'initiation que je mentionnais juste avant, les étapes clés aussi hein, d'une démarche achat responsable. Du coup, là, j'ai orienté PME, mais on verra que ça fait forcément écho aussi aux démarches achats responsables des plus grands groupes qui sont souvent vos clients. Et puis, bien sûr, il y aura le mot donc côté capital croissance sur cette plateforme d'achat groupé. Alors, pour ne pas plus attendre, je voulais quand même avoir un petit peu d'interaction avec vous, même si on est nombreux, vous proposez, voilà, pour briser la glace, de vous poser une question simple. Euh, je vais avoir la suite de cette phrase qui va se terminer de deux manières possibles, de manières différentes, qui vont être assez opposées. Et si ça vous convient, je vais vous proposer de liker dans la conversation la lettre qui correspond le plus en fait à votre avis. Donc là, j'ai mis les trois lettres dans la conversation. L'idée, c'est voilà, que vous puissiez me dire en toute franchise, si ça vous va, ce que représentent les achats responsables pour vous. Donc soit c'est, et vous allez voir que c'est volontairement un petit peu caricatural, vous avez d'un côté, soit ben, c'est pas vraiment mon affaire, je n'ai pas à faire de l'ingérence chez mes fournisseurs, chacun gère sa propre démarche RSE et c'est globalement suffisant. Ou alors vraiment à l'autre opposé, un incontournable de ma démarche RSE, la preuve qu'elle est avancée, avec l'idée que sans traiter ce sujet, ben, on passe à côté d'une grosse partie de ses impacts. Et ma foi, vous avez tout à fait le droit de choisir B si vous êtes un peu partagé entre les deux. Donc, je vais vous laisser allez, 30 secondes pour vous positionner, si ça vous va, avec un petit like sur une des lettres. Et ensuite, je demanderai à peut-être une ou deux personnes volontaires de partager avec les autres pourquoi est-ce que elles ont choisi voilà, telle ou telle lettre. Alors, j'attends vos votes sur les lettres. C'est dans la conversation Teams. J'espère que vous pouvez les voir. Alix, tu me confirmeras. Ah, merci. Il y a les premières réactions qui arrivent. Donc, vous pouvez directement liker les différentes lettres. N'ayez pas peur, je ne choisirai personne aléatoirement pour choisir, pour développer sa réponse. Pour l'instant, on a beaucoup d'entre-deux. On n'a que de l'entre-deux même. Et un C. Alors, le temps que les autres réponses arrivent, est-ce qu'éventuellement, la personne qui a voté C voudrait bien nous dire pourquoi est-ce qu'elle a fait ce choix en quelques mots? Oui, bonjour, Anne Lisfeld, la société Gérézo. Alors, c'est vrai que c'est un incontournable. C'est dans l'idéal aussi. On essaye de faire, même si on n'a pas toutes les cartes en main, mais on essaye de se rapprocher au mieux de ça, quoi. C'est ça, la chose. D'accord. Dès que ça fait grandement partie du sujet. Peut-être, merci beaucoup. Une personne aussi également qui aurait choisi B, si vous pouvez lever la main ou juste prendre la parole. Je vois qu'on a 6 personnes, même 7 sur ce B. Donc, qu'est-ce qui vous fait hésiter peut-être? Si personne n'est à l'aise pour partager ça, il n'y a pas de souci. On va continuer. Ce que j'entends, c'est que finalement, c'est à moi de vous faire pencher plutôt d'un côté que de l'autre. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de questionnements là-dessus. Donc, merci pour ceux qui ont participé. Donc, très rapidement, pour bien assurer la cohérence entre tout ce que je vous raconte, forcément, à la base des achats responsables, il y a la fameuse notion de durabilité. Même avant de parler de responsabilité, on est vraiment sur la durabilité. Et donc, évidemment qu'on va se placer dans ce paradigme qui est celui de la durabilité aujourd'hui, où en fait on cherche à passer, je le rappelle et j'insiste, d'une soutenabilité faible, où pendant longtemps, hein, depuis 1987, du rapport Brundtland, on se disait que ce qui est durable, c'est finalement ce qui est à l'intersection de l'économique, de l'environnemental et du social. On essaie vraiment, dans une optique de maturité sur ces sujets de durabilité, de se dire qu'en fait,
si on regarde très concrètement l'aspect matériel du monde dans lequel nous vivons, c'est en fait la sphère environnementale qui va permettre, par les ressources, tout simplement, la sphère sociétale, d'où découle toute activité économique. Et donc, sans protéger, sans garantir ces sphères environnementales, sociales, l'activité économique est de toute façon compromise. Donc, c'est comment on arrive à penser les choses, penser les entreprises dans ce paradigme-là. Je vais juste rapidement faire le lien avec cette visualisation que vous connaissez, j'imagine aussi, quand on parle aujourd'hui de durabilité. Pour s'éloigner voilà, de cette représentation, encore une fois, assez passée maintenant des 3 cercles, c'est vraiment comment on se dit qu'à travers toute activité humaine, on cherche à être dans ce fameux donut. J'imagine que la plupart d'entre vous connaissent cette théorie du donut, qui est vraiment comment on ne dépasse pas les limites planétaires. Ça aussi, j'imagine que ça doit être un concept dont vous avez déjà entendu parler. Le climat, mais pas que, l'eau douce, la biodiversité, pour ne citer qu'elle, les différentes pollutions, sans pour autant aussi compromettre le niveau de vie, la qualité de vie des populations. C'est cette fameuse notion de développement, historiquement aussi. Donc, tout ce qu'on va se raconter par la suite, c'est comment, au niveau des achats, on participe à migrer, aller vers ce mode de développement plus durable dans le temps. Et donc, pour finir, le lien, la petite histoire avec la RSE, forcément, vous le savez, la RSE, ça va être la contribution des entreprises, des organisations à ce mode de développement plus durable. Eh bien, on passe historiquement de quelque chose de très philanthropique à aujourd'hui une stratégie qui est véritablement intégrée à tous les métiers, toutes les fonctions clés de l'entreprise. Et c'est vraiment un prisme par lequel on va prendre les décisions d'aujourd'hui et de demain pour conduire les entreprises. Les achats ne font absolument pas exception. Et donc, c'est tout le sujet d'aujourd'hui, c'est comment, en fait, dans les achats, on applique cette responsabilité qui est, je le rappelle, très simplement et étymologiquement, si on revient au sens du mot de c'est quoi dans la vie de tous les jours être responsable, c'est vraiment que vous ayez conscience des impacts de vos achats et que du coup, vous les preniez en compte dans vos décisions. Donc voilà, les wagons sont raccrochés, on a bien le développement durable, la RSE, et c'est comment on vient le décliner au niveau des achats responsables comme une autre fonction, un autre département pourrait vous parler de son application au niveau de cette fonction-là. S'il y a des questions, je ne l'ai pas précisé, mais évidemment, s'il vous plaît, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à les écrire dans la conversation. Alix y jettera un coup d'œil et on y reviendra à la fin si ça vous va. À partir de maintenant, on se concentre forcément sur les achats. Aujourd'hui, ce que j'aimerais évidemment vous faire comprendre et ce dont vous avez probablement déjà conscience, c'est que les achats, c'est un levier hyper puissant en fait en termes d'impact et donc d'opportunité à rendre ces impacts plus vertueux. À chaque achat que votre organisation fait, et clairement ce que je dis est vrai pour les produits, mais c'est vrai pour les services, toutes les prestations que vous achetez, globalement, ça va impacter alors les ressources peut-être un peu moins que des achats de production, mais quand même, ça impacte des ressources, ça impacte bien sûr les pratiques des usines dans toute votre chaîne d'approvisionnement, même si ce n'est pas chez votre fournisseur direct, le choix que vous faites d'acheter telle ou telle chose chez tel ou tel prestataire, ça a des impacts en cascade. C'est pour ça que les achats responsables, et là c'est une déformation professionnelle, mais c'est passionnant et c'est un vrai levier puissant. Ça impacte bien sûr vos fournisseurs. On va revenir sur les types d'impact par la suite, le résultat opérationnel, mais aussi vos concurrents potentiellement. Si vous donnez le ton via votre démarche RSE, son application aux achats sur comment on achète de manière plus responsable, ça va forcément petit à petit changer les règles du jeu. Un exemple tout bête sur lequel je pourrais revenir par la suite avec des exemples concrets, c'est les certifications. On voit bien qu'aujourd'hui, je vais prendre l'exemple du bois, du papier, ce genre de choses, vous connaissez tous probablement FSC, PEFC, c'est comment petit à petit on tire les pratiques de certaines catégories d'achat, certaines filières vers le haut, et aujourd'hui ça devient à peu près une norme, on va dire. Ça impacte aussi le client et le produit final. Donc voilà, forcément, il y a des gros impacts sur l'amont et l'aval quand vous décidez d'acheter ou de sourcer quelque chose au sein de votre organisation. Ces impacts, je vais aller assez vite sur cette partie-là parce que je pense que c'est quelque chose aussi que vous avez déjà pu voir, mais ces impacts, ils sont de 3 grandes sortes, environnementaux, sociaux et puis plus largement sociétaux, économiques. Quand on est sur l'environnemental, je vous disais, l'acte d'achat, il est hyper puissant parce qu'en fait, un acheteur va avoir des impacts globalement sur toutes les étapes du cycle de vie d'un produit ou d'une prestation. Quand vous sélectionnez un produit ou une offre ou un service, voilà, globalement une offre, vous avez en fait la capacité d'impacter sur la manière dont les ressources sont exploitées,
comment c'est fabriqué, les process, les transports, et puis après, ce qui sera en dehors de chez vous même, hein, après, chez votre potentiel client, voire client final, donc la durée de vie, l'utilisation, la fin de vie, etc. Donc quand moi, je forme des chefs de marché, des chefs de produits sur ces sujets-là, ils se rendent compte qu'en fait, même s'ils arrivent à un moment du cycle de vie du produit ou du service, ils peuvent impacter en fait tout le reste des étapes. C'est vraiment un pouvoir de décision assez fort. Je vous ai mis un exemple, l'exemple phare évidemment, qui est celui de l'impact environnemental sur le bilan carbone. Ça, je pense que ce n'est pas non plus la première fois que vous entendez parler de ce terme-là. Ça reflète assez bien en fait la logique globale des achats responsables dans la mesure où la majorité de vos impacts indirects, hein, c'est dans le scope 3. Et là, dans le cas évidemment des émissions de gaz à effet de serre, vous avez cet exemple illustré où en fait par type de votre marché. adresse postale perso. Alors, je suis désolée, j'ai juste quelqu'un qui a mis un micro, qui a un micro ouvert. Je vous demanderai juste, s'il vous plaît, de pouvoir les couper. Merci beaucoup. Ça arrive, c'est normal. Et donc voilà, là, ce que ça démontre, c'est que vous avez en noir la partie du scope 1 et 2, et en rouge, finalement, quel que soit le secteur, à une exception près, c'est la majorité vraiment des impacts et là, des émissions de gaz à effet de serre qui se situent dans ce fameux scope 3, qui est donc tout votre amont et tout votre aval. Donc les achats, ils sont comptés là-dedans. Et généralement, la proportion des achats dans le scope 3 est assez astronomique quand on regarde les bilans carbone de nos clients. Et donc, c'est vraiment un exemple pour vous montrer que c'est un véritable levier, encore une fois, d'impact positif si on travaille à l'optimisation de ces impacts-là. Néanmoins, je suis une fervente militante du fait d'éviter le fameux phénomène du tunnel carbone où on résume la RSE et la durabilité à l'enjeu carbone. Donc, évidemment, il y a les sujets environnementaux, dont le carbone, mais il y a aussi le social. Et ça, ce serait vraiment voilà, une réussite pour moi si après ce webinaire, vous repartez avec l'idée claire que les achats responsables, c'est l'environnemental, mais c'est aussi, et j'ai envie de dire même surtout parfois, hein, le social, parce que le social est beaucoup moins tangible. Forcément, quand on se pose des questions sur un produit, un service, on va très très vite vers l'impact des transports, vers voilà, des aspects environnementaux, mais tout ce qui est les femmes et les hommes qui ont été dans toute votre chaîne d'approvisionnement, c'est un sujet absolument capital sur lequel vos achats ont un pouvoir assez fort. Donc ça recouvre tous les sujets que vous avez sur cette slide-là. Je ne vais pas forcément les détailler, mais si vous avez des questions, bien sûr, après, ultérieurement, on pourra y revenir. Et surtout, je vous donnerai des exemples un petit peu plus tard. Donc, le classique, c'est santé-sécurité, mais vous voyez qu'il y a beaucoup d'autres choses. Et forcément, selon vos matières, selon les services que vous achetez, etc., ils ne vont pas forcément se situer au même niveau de la chaîne d'approvisionnement, les risques les plus saillants. J'avance un petit peu. Le dernier type d'impact, je l'ai dit, hein, c'est vraiment sur l'aspect économique et sociétal plus globalement. Quand on achète, forcément, ça prend en compte des sujets, vous le savez, de corruption, de tout ce qui est lié à l'éthique, à la compliance, mais aussi finalement à l'aspect économique, la santé économique de votre fournisseur. Par exemple, il y a le sujet de la dépendance économique, qui est un vrai sujet, ça, chez tous nos clients. Comment on s'assure que nos fournisseurs ne sont pas trop dépendants de nous ou qu'on ne crée pas une dépendance aussi réciproque, par exemple. Pour finir, vous avez un vrai sujet que pas mal de stratégies RSE et achats responsables omettent, qui est celui des communautés locales. C'est-à-dire que là, je vais donner un exemple assez simpliste, hein, mais évidemment que quand vous achetez des choses qui viennent de sites de production dans le monde entier, qui eux-mêmes peut-être viennent de plus haut et d'ailleurs, il y a des populations qui vivent autour. Elles sont forcément impactées. Je vous donnerai également des exemples plus tard, mais c'est un sujet aussi important. Si on continue et qu'on refait le lien donc, avec vraiment ce que c'est qu'un achat responsable, d'après ce que je viens de vous expliquer, vous aurez peut-être déjà compris qu'il y a vraiment 4 points clés. Évidemment, c'est d'abord ce que vous achetez. Vraiment là, le produit, le service, qui va être globalement moins impactant, ou en tout cas qui va avoir des impacts plutôt positifs et optimisés. C'est pas le tout d'avoir un produit qui est recyclé, recyclable, certifié, etc., made in France, circuit court, tout ce que vous voulez. Si ça vient de chez un fournisseur qui n'est pas lui-même vertueux, et pareil de manière assez imagée, qui va avoir une politique salariale très délétère, qui va vraiment avoir des pratiques même environnementales sur ses sites de production catastrophiques, etc., c'est pas du tout cohérent. Donc c'est à la fois le quoi, ce que j'achète, et le qui, bien sûr, chez qui je vais l'acheter. On ne remet
pas en question la qualité de la prestation, la performance, la santé économique, etc. par ailleurs. C'est vraiment en plus aussi quelque chose qui vient nourrir la performance finalement globale du fournisseur, qui est cet aspect de politique RSE chez votre fournisseur. Et bien sûr, tout ça, ça reste aussi incohérent si la relation que vous avez avec vos fournisseurs n'est pas elle-même éthique. C'est-à-dire que là, pareil, simplification, si vous demandez à être livré pour hier, que les négociations ne se font pas du tout dans un cadre où vous cherchez à finalement avoir de la pérennité commune, une logique de partenariat, on ne va pas être dans quelque chose de cohérent et d'expérience. De toute façon, les fournisseurs vont être beaucoup moins motivés à délivrer des choses de qualité dans les temps, etc., dans les meilleures conditions, s'il n'y a pas cet aspect-là, bien sûr, qui est entretenu. Et pour finir, ce que j'achète chez qui, de quelle façon, comment, et que tout ça soit porté par une stratégie d'entreprise claire, partagée, et où on évite les injonctions contradictoires. Je reviendrai sur les freins un petit peu plus tard qui peuvent exister. Mais 3 points ci-dessus, ils ne marchent pas, ils ne peuvent pas être déployés si on n'a pas une stratégie globale qui permet de porter tout ça et que les acheteurs puissent vraiment dans la pratique actionner ces leviers-là. Voilà. Je vous ai mis aussi à toute fin utile la définition plus officielle d'une norme qui s'appelle l'ISO 20400, qui est directement déclinée, enfin oui, qui est une déclinaison directe de l'ISO 26000. Donc l'ISO 26000 RSE, vous savez que c'est une norme non certifiante, c'est plutôt un guide pour les organisations qui souhaitent s'engager dans la RSE. L'ISO 20400, c'est exactement la même chose au niveau des achats responsables. C'est la seule norme mondiale qui existe sur les achats responsables et où vous retrouvez dans cette définition les aspects que j'ai mentionnés dans la slide d'avant. Mais vous voyez bien que c'est à la fois cette notion d'impact, qui est celle, encore une fois, de la responsabilité du produit, mais aussi du fournisseur, du service. Et puis, bien sûr, que tout ça réponde à une vraie ambition, direction que l'entreprise a à ce sujet-là. Évidemment, une fois qu'on a posé cette première définition, je voulais revenir sur très concrètement, finalement, voilà, quel risque il y aurait à ne pas aller dans la voie des achats responsables et à l'inverse, quelles opportunités il y a à saisir. On sait qu'on est dans une période, par exemple, compliquée, où on a beaucoup de clients qui disent, voilà, il y a des enjeux géopolitiques, il y a des enjeux de ressources, etc. Et bien, paradoxalement, comment ces achats responsables viennent aussi être une réponse à ce genre de contexte de crise pour avoir de la préférence fournisseur, pour avoir voilà, moins de risques aussi liés aux chaînes d'approvisionnement, etc. Donc, c'est le sujet de cette partie-là. Là, je vais vous poser des petites questions. On va voir si vous connaissez quelques grands événements qui marquent, on va dire, l'histoire des achats responsables. Et je vous laisse, s'il y a un volontaire, une volontaire, prendre la parole librement. Est-ce que cette image parle à quelqu'un? Est-ce que vous savez me dire en quelques mots ce que c'était ce scandale-là, déjà dans les années 90? Il y a quelques indices sur la photo. Normalement, c'est pas le plus dur. Si quelqu'un veut bien nous en dire un mot. Thierry Arnaud, c'est le scandale avec Nike, où il a été rendu public que Nike faisait fabriquer une partie de ses produits. Alors, je ne sais pas si c'était en Inde ou au Bangladesh par des enfants. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Et je vois qu'il y a eu d'autres réponses aussi dans la conversation, donc merci beaucoup à vous. C'est vraiment un des plus gros scandales, et surtout un des premiers qui a eu une visibilité à l'échelle mondiale. Voilà, il y a plusieurs personnes à chaque fois qui connaissent cet exemple-là parce qu'on a vu des images, et c'est la première fois ou une des premières fois où vraiment on a eu une entreprise acculée en son nom à qui on a demandé de rendre des comptes sur ses chaînes d'approvisionnement. Donc ça, c'est ce qui a commencé finalement à mettre aussi le sujet sur la table des démarches RSE. Et la marque a d'ailleurs mis en place une stratégie assez redoutable et un vrai switch à ce sujet-là après ce scandale-là. L'idée de ces slides, c'est de vous montrer aussi que le temps passe, mais ça demeure un sujet. Même petite question, est-ce que quelqu'un peut nous dire ce que c'est cette image-là? Quel événement ça met en avant? Thierry Arnaud, c'est l'effondrement d'un atelier de confection, je crois que c'était pas en Turquie, quelque chose comme ça. Alors, c'est au Peut-être pas en Bangladesh. Turquie, au Bangladesh, voilà. Ouais. Mais bon, en Turquie, on a aussi des problématiques à ce niveau-là. Ça, c'est le Rana Plaza, effectivement. Il y a déjà un peu plus de 10 ans. Et c'est là, pour le coup, ça a eu un retentissement mondial. Ça a beaucoup circulé dans les médias.
Et c'est une usine, effectivement, qui s'est effondrée où il y a eu plus de 1000 personnes qui ont trouvé la mort. On a aussi trouvé des enfants dans les décombres. Parce que voilà, il y avait des conditions au niveau de l'entretien du bâtiment qui étaient absolument catastrophiques. Et donc ça s'est effondré alors même qu'il y avait eu des signalements des employés par le passé. Et dans les décombres, on a retrouvé des étiquettes de grandes marques textiles qu'on connaît tous et toutes. Et donc clairement, à ce moment-là, les marques ont dit, on a pu dire aux marques, expliquez-nous, c'est votre nom, c'est votre logo, qu'est-ce que ça fait là, comment ça a pu se passer? Et là, les marques ont répondu, on ne sait pas. Et comment voulez-vous qu'on sache? Imaginez, c'est le fournisseur du fournisseur de mon fournisseur, ça 26 fois concrètement, si je simplifie aussi aujourd'hui. Mais voilà, cette notion-là finalement d'opacité et du coup d'impunité des entreprises qui sont acheteuses et qui ne connaissent pas en fait les risques de leur chaîne d'approvisionnement. Et donc ça, vraiment, ça a aussi déclenché au niveau de la réglementation des changements. J'y reviendrai rapidement tout à l'heure, mais c'est globalement cet événement-là qui a participé aussi à la loi sur le devoir de vigilance en France. Vous avez déjà entendu parler de cette loi, c'est très actuel, j'y reviendrai juste après. On va finir avec un exemple voilà, encore plus récent, qui reste voilà, un scandale humain, une grande polémique dans les chaînes d'approvisionnement, vraiment pour vous montrer que c'est tout à fait possible d'avoir des scandales encore aujourd'hui dans les chaînes d'approvisionnement. Est-ce que quelqu'un reconnaît cette illustration, peut nous en dire un mot? Alors, est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler des Ouïghours? Je ne sais pas si je vais voir quelques hochements de tête ou pas. Oui, C'est une oui. minorité. Ouais, merci Ouais. beaucoup. C'est une J'ai minorité eu un musulmane. client qui nous vous ouais, tout à fait. J'ai un client qui Oui. voulait, qui justement, était très sensible, aux Ouïghours et c'était un des critères, de sélection. Il Mm, fallait mm, qu'on mm. puisse sourcer quelque chose qui n'était pas ouïghour. Bah, merci, c'est voilà, c'est extrêmement concret. Je vous remercie de cet exemple. C'est ça en fait. On s'est rendu compte qu'il y a une minorité donc musulmane en Chine qui est exploitée. C'est reconnu par l'ONU comme étant même un phénomène de génocide aujourd'hui. Et en fait, il y a beaucoup de ces membres de cette communauté qui sont dans des camps de travail forcés. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup aussi de production qui arrivait en Europe, donc des produits issus de l'esclavage moderne, beaucoup de textiles notamment aussi. Le textile, vous voyez qu'on retrouve beaucoup ce secteur-là, mais voilà, il n'y a pas que celui-ci. Je vois en commentaire aussi des téléphones, etc. Ça peut être aussi tout à fait lié à ce genre de produit où on peut avoir des risques d'esclavage moderne. Donc, clairement, ça amène aussi un sujet géopolitique, une dimension géopolitique aux achats responsables. Au niveau mondial, forcément, il y a des dynamiques de commerce entre les pays qui vont vous concerner directement, indirectement, mais qui sont voilà, la réalité de nos chaînes d'approvisionnement aujourd'hui. Donc, évidemment, pourquoi il y a intérêt à s'intéresser aux achats responsables? C'est parce que ce genre de catastrophe humaine, ce genre de scandale dans les chaînes arrive depuis longtemps, et finalement, c'est encore un sujet aujourd'hui. Je ne voudrais pas que vous pensiez qu'il s'agit de phénomènes qu'on voit qu'à l'autre bout du monde, parce que là, les exemples précédents, c'était un peu le cas. On est aussi vraiment sur des sujets pour les services d'ailleurs, et près de chez nous. Là, vous avez un exemple, peut-être que vous l'avez également noté dans l'actualité il y a quelques années. On avait une grève, une lutte même de plus de pratiquement de 2 ans de prestataires de ménage, donc là les salariés, pour la quasi-totalité des femmes qui s'étaient mises en grève pour dénoncer eh bien, les pratiques de leur société, qui était une société de sous-traitance pour un plus gros groupe, le groupe Accor. Et donc là, pour effectivement mettre en avant les conditions de travail dans lesquelles elles vivaient, vous avez quelques petits exemples à gauche, des primes pour des chambres très sales, par exemple, qui devaient leur revenir parce que ça prend plus de temps et qui restaient dans la poche de l'employeur. Les maladies professionnelles qui ne sont pas reconnues. Également des manipulations qui sont permises par un cadre contractuel trop flou ou trop déséquilibré, où finalement, si on refuse une mutation, accessoirement, là, on en profite, si vous vous plaignez, si vous êtes actif auprès du syndicat, vous vous plaignez trop, on va vous proposer une mutation qui est beaucoup trop loin de chez vous. Clairement, vous n'allez pas pouvoir accepter. Et ça devient un motif de licenciement. Donc voilà, un exemple parmi d'autres pour vous montrer que c'est vraiment un sujet qui est aussi près de chez nous et même en France. Il n'y a pas un été qui passe, par exemple, sans qu'on ait des réseaux de travailleurs en situation irrégulière démantelés dans le domaine, enfin le secteur agroalimentaire. On a aussi beaucoup de choses dans les centres d'appel. On a des choses, les agences de mannequinat récemment aussi. Donc, il y a vraiment pour tout type d'achat, il peut y avoir des sujets dans les chaînes d'approvisionnement.
J'avance un petit peu parce que je veux respecter le timing qu'on vous a annoncé. Je ne vais pas détailler. Si vous avez des questions, on y reviendra. Mais évidemment, une des raisons essentielles qui fait que je ne peux que vous recommander de vous intéresser aux achats responsables, c'est la densification des réglementations. Au niveau français, au niveau européen, je vous ai mis quelques exemples là. Mais clairement, la plupart de ces lois, vous allez probablement vous dire oui, mais ça s'adresse aux plus gros. C'est vrai pour la plupart. Néanmoins, pour certains approvisionnements, les PME peuvent aussi être touchées avec souvent des modalités adaptées, mais quand même. Et surtout, ce sont des lois, nous on l'observe au quotidien, qui sont pensées pour les très grandes entreprises, mais qui sont aussi pensées par les grandes entreprises, découler sur les plus petites. Avoir un espèce d'effet ricochet, d'effet cascade, qui permet en fait d'embarquer beaucoup plus de monde. Parce que si je prends un exemple, qui est la loi sur le devoir de vigilance française, dans cette loi, les très grandes entreprises qui sont concernées doivent régulièrement évaluer les tiers sur les performances RSE, avec qui elles ont des relations commerciales établies. Donc, ce sont des termes aussi qui sont volontairement flous, et ça implique globalement pour elles de se questionner sur l'entièreté de leur chaîne d'approvisionnement et d'aller questionner la plupart de leurs fournisseurs, voire tous, dans une logique de RSE, d'amélioration continue. Donc, ces lois, elles ruissellent aussi finalement sur vos organisations potentiellement. C'était un très bon exemple donné par M. Arnaud tout à l'heure. Vous pouvez avoir des clients qui de plus en plus ont des demandes d'informations assez précises sur vos propres approvisionnements, puisque vous êtes vous-même juste le premier maillon de cette chaîne-là. On a aussi une bonne raison d'y aller, les ONG qui sont de plus en plus mobilisées. Alors, voilà, soit il y a du name and shame, ça reste classique et ça reste efficace aussi. Pas plus tard que il y a quelques jours, là, j'ai vu L214 avec Leclerc qui fait mettre un terme à des contrats d'approvisionnement chez certains fournisseurs. Donc, il y a vraiment ce rôle de lanceur d'alerte qui est de plus en plus fort. Là, je vous ai mis agroalimentaire, textile, mais ça peut être dans beaucoup de secteurs. Vous avez aussi peut-être vu passer très récemment notre affaire à tous qui a participé au procès, enfin à tout ce qui est en cours au niveau de Total, pour témoigner aussi de ce qui n'est pas fait au niveau du climat. Donc voilà, c'est un vrai sujet. Et ces ONG-là, elles peuvent être dénonciatrices, mais elles peuvent être aussi des expertes qui nourrissent vos stratégies, qui vous donnent un éclairage. Généralement, elles sont d'ailleurs preneuses de ça. Donc il y a aussi une opportunité d'avoir des stratégies de RSE, d'achat responsable plus pertinentes, parce que ces parties prenantes-là, elles en savent beaucoup et elles peuvent vous aider à progresser. Les médias, je viens de donner des exemples que j'ai vu passer dans les jours précédents, mais ça fait globalement 5-6 ans qu'on est vraiment sur un sujet dont les médias se sont emparés. Là, c'était effectivement un média spécialisé sur la mode qui mettait en avant un sujet de chaîne d'appro pour des grandes marques de textiles. Je pense que certaines d'entre vous auront en tête toutes les polémiques qu'il y avait eu au moment de la Coupe du Monde au Qatar. Notez d'ailleurs au passage que plus personne n'en parle, voilà, mais il y avait eu ce vrai sujet de scandale, certes écologique déjà, mais aussi social, avec des milliers de travailleurs migrants pour la plupart qui mouraient du fait des conditions de travail. Et en fait, dans les clients finaux aussi, on avait des grandes entreprises françaises qui participaient à ces chantiers. Donc c'est un vrai sujet. Et je vous ai mis un exemple très récent qui a fait beaucoup de bruit dans la sphère RSE, achat responsable. Vous avez peut-être entendu parler d'un reportage sur Ikea qui a été fait par Arte, où là, clairement, voilà, c'est un exemple très intéressant. Je manque de temps pour vous en parler, mais si vous pouvez aller le voir, c'est public, où ça parle beaucoup des approvisionnements là, en bois, de la responsabilité vis-à-vis des fournisseurs, des limites des certifications et même de certifications très matures, comme FSC dont je parlais tout à l'heure, et du modèle d'affaires globalement. Comment les achats responsables, en fait, c'est une histoire de modèle d'affaires vertueux. Évidemment, pour finir, une bonne raison d'y aller, c'est que globalement, voilà, la demande des clients évolue. On a clairement une prise de confiance qui est de plus en plus forte. Ça, je vous ai mis des chiffres assez récents, il y a un peu plus de 6 mois, à peine 6 mois. Selon certains pays, voilà, le pourcentage de consommateurs qui sont très concernés, extrêmement concernés par l'aspect écologique, l'aspect durabilité sur le volet environnemental. Pas forcément d'ailleurs les chiffres qu'on aurait attendus. Je vous ai mis la source si vous souhaitez aller vérifier. Et surtout, cette prise de conscience, même si on a des freins que je vais mentionner juste après, ça impacte de plus en plus les achats que ces clients font aussi. Donc là,
c'est aussi la capacité du coup, ou l'envie, l'acceptation plutôt que l'envie des consommateurs d'aller payer un coût supplémentaire parce qu'on a un produit plus durable, plus responsable. Là aussi, c'est intéressant de voir les pays concernés. Je me permets d'avancer, encore une fois, par souci du temps, mais on y reviendra si vous le souhaitez. Globalement, forcément, je ne peux que vous dire que les achats responsables, c'est quand même voilà, un énorme levier de création de valeur, que ce soit pour la maîtrise des coûts. Souvent, on est confronté aussi à cette image d'Épinal de dire oui, mais si on achète mieux, plus responsable, ça va forcément nous coûter plus cher. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, des fois, on fait vraiment des closiers pour des appels d'offres où on voit que des critères RSE, ben, ils n'ont aucun impact sur le coût, voire potentiellement, ils le font baisser, puisque c'est de l'optimisation de beaucoup de choses. Donc, évidemment, cet aspect-là. Aussi, vous l'aurez compris par rapport à tout ce qu'on s'est raconté, ça augmente la maîtrise du risque. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est d'ailleurs, en toute honnêteté, ce qui motive beaucoup d'organisations aussi, c'est de mieux maîtriser leurs risques de rupture d'appro, de réputation juridique, des investisseurs aussi beaucoup plus, hein, enfin de plus en plus. Je ne parlerai pas de la CSRD, je pense que vous en entendez suffisamment parler, mais bon, c'est en lien avec tout ça aussi. Et bien sûr, un avantage concurrentiel. Pas plus tard que ce matin, je parlais avec un responsable achat d'une entreprise qui me disait on sent bien que de toute façon, c'est un facteur différenciant, puisque tout le monde progresse aussi sur des sujets plus classiques. Là-dessus, on peut vraiment aller se distinguer par une promesse supplémentaire auprès du client. Donc, c'est un sujet. Et puis, évidemment, si vous vous engagez dans la voie des achats responsables, on a fait une étude là-dessus en période de Covid, par exemple, sur l'impact que ça avait eu sur les chaînes d'appro. On se rendait compte que globalement, les entreprises qui avaient une démarche achat responsable, eh ben, en temps de crise, on a la préférence client qui va faire que globalement, ils sont moins impactés aussi par ces situations-là parce que les fournisseurs préfèrent travailler avec eux, les livrer eux, globalement. Pour finir, voilà, tout ça, c'est bien joli, mais dans la pratique, je voulais être très franche et vous parler aussi des freins que les entreprises rencontrent quand il s'agit de déployer les achats responsables. Si ce genre de statistiques vous intéresse, je vous invite à aller voir le baromètre des achats responsables qui est publié annuellement par l'OBSAR, l'Observatoire des achats responsables. Et donc, en l'occurrence, une des questions qui m'intéresse le plus chaque année, c'est de voir ce qui bloque, ce qui pose problème encore au sein des organisations pour déployer les achats responsables. Bon, le grand classique à votre gauche, le manque de temps et de ressources, évidemment. Et il y a aussi voilà, un vrai sujet de mesure, de KPI. Comment est-ce que vraiment on est capable de dire qu'on progresse sur le sujet des achats responsables? Voilà, il y a tout un tas d'indicateurs qui sont possibles. On pourrait faire un webinaire rien que là-dessus, donc je vais être courte là-dessus. Mais voilà, c'est clairement des indicateurs des déploiements, puis de résultats, sur des portions d'appel d'offres, sur des poids de critères RSE, sur des fournisseurs embarqués sur telle ou telle évaluation de performance RSE, sur des business reviews où vous avez abordé le sujet, sur un pourcentage de vos services ou de vos produits qui sont dans une démarche aussi peut-être de certification ou d'éco-conception. Enfin voilà, on peut penser à beaucoup de choses, mais comment on trouve les bons et on mesure les bonnes choses sans mesurer juste pour mesurer. Et c'est intéressant, il y a vraiment ce sujet de compétence qui revient encore, que ce soit de la part des fournisseurs, donc, qui ne comprennent pas en fait, et puis ça se comprend, des très petits fournisseurs, par exemple, la RSE, ça reste encore parfois très très vague, ils ne sont pas convaincus. Donc comment vous les accompagnez là-dessus, comment ils montent en compétences, et aussi en interne. En fait, on a encore beaucoup d'entreprises, vous voyez, un peu moins de 40%, où les acheteurs, simplement encore, ne sont pas assez formés à ces sujets-là. Donc c'est aussi pour ça que très concrètement, on nous demande beaucoup, beaucoup aussi de former. Bon, voilà, je ne vais pas tous les détailler, mais si vous avez des questions, c'est un sujet assez important. Les objectifs contradictoires se retrouvent ici. Et il y a quelques années, c'était beaucoup plus haut dans le classement. C'est comment, en fait, on arrive à concilier vos objectifs de croissance, de chiffres, de marge, etc., tout en ayant, encore une fois, cette logique d'achat plus responsable et qu'on ne soit pas dans quelque chose de schizophrène. Donc ça, c'est un vrai sujet, mais c'est en baisse à travers les années, au fil des années. Voilà pour cette partie. Je voulais finir par la pratique, comme je l'ai dit en introduction, sur comment on s'y prend en tant que PME. Je vous propose cette visualisation-là que nous, on utilise quand on parle d'achat responsable. Globalement, évidemment, c'est difficile de commencer autrement que par faire un état des lieux de vos pratiques. Donc, concrètement, qu'est-ce que vous achetez?
Et là, vous retrouvez un peu les éléments de ma définition, ce que j'achète, chez qui, de quelle manière, etc. Déjà, voilà, avoir une vision claire de vos catégories, de vos fournisseurs, à peu près où est-ce qu'ils se situent, comment est-ce que vous achetez, est-ce que vous avez un processus à peu près clair, à plat, sur la manière dont vous achetez au sein de votre organisation. Et aussi, alors à des degrés variables, parce que c'est pas du tout pour moi la même cartographie qui est pertinente pour une PME que pour un grand groupe qui est soumis à des réglementations, etc. Mais quand même se demander, très bien, on achète ça chez ces gens-là, quels peuvent être les gros risques RSE derrière ces achats environnementaux, sociaux, éthiques, etc. Est-ce qu'on a de l'influence pour les faire changer? Parce que clairement, je sais bien que vous avez des fournisseurs qui sont des énormes groupes, par exemple, où vous représentez un pouillème de leur CA achat, vous n'aurez pas du tout la même capacité à parler avec eux de ces sujets de RSE qu'avec un client ou même voilà, un fournisseur qui, là, pour le coup, chez qui vous êtes extrêmement important, un fournisseur chez qui vous représentez vraiment un grand compte ou quelqu'un de vraiment clé, forcément, c'est aussi un des leviers pour en parler. Donc, se poser ces questions-là aussi, et qu'est-ce que vous faites déjà? Ensuite, bien sûr, une fois qu'on a fait le topo sur où on en est, comment on structure la chose? Comment, voilà, on définit des engagements pertinents pour vous, pas forcément ceux qui vont faire bien pour cocher des cases. Bien sûr, c'est important, mais surtout ceux qui vont répondre en fait à là où vous avez de l'impact dans vos achats. Et bien sûr aussi comment on se fixe quelques objectifs et un plan d'action clair pour avancer même petit à petit sur ce sujet-là. Aussi, j'insiste sur la gouvernance, comme sur tout autre sujet. Il n'y a pas de meilleur moyen d'avoir une démarche qui stagne, qui n'avance pas, que d'oublier de se dire clairement, très bien, on sait que telle personne va être décisionnaire, telle personne va exécuter, telle personne va valider. On aura peut-être un comité dans l'entreprise où on aura la personne qui gère les achats, plutôt la personne qui gère la RSE, etc. Comment on valide ensemble des choses. Voilà, ça c'est un sujet clé. Et puis bien sûr, le déploiement. C'est-à-dire que là, c'est vraiment la vie de la démarche. Ça ne sert à rien d'avoir une jolie stratégie très claire, mais encadrée en salle de réunion et que personne ne regarde parce que ça finit par faire partie des murs. Vraiment, comment dans la pratique, on trouve le bon, ou allez, les 2-3 bons outils pour que vraiment vous puissiez, derrière, après avoir formé vos équipes, déployer auprès de vos fournisseurs. Et se dire comment ça avance. On en revient au sujet des indicateurs aussi, comment on est capable de valoriser pour nos clients aussi tout ce qu'on fait sur ce sujet-là. Je vous ai mis quelques exemples. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux leur donner comme quick win un peu quand on est une PME et que les achats responsables, c'est un peu le début. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement si je reprends les 3 piliers? Et là, c'est vraiment des suggestions, mais bien sûr, ça dépend de votre cas particulier. Des PME que j'ai pu accompagner, l'idée, c'est d'abord voilà, de se dire, globalement, ayant une vision claire des achats. Je me souviens d'un comité RSE qu'on animait où le PDG du groupe dit non mais très bien, on va envoyer à tous nos fournisseurs une charte achat responsable, ils vont la signer, ils vont nous la renvoyer. Je lui dis bah, bonne idée, mais attention, il faut que ce soit pertinent. Peut-être que si vous avez des fournisseurs vraiment stratégiques, ça vaut le coup d'en parler avec eux. Et puis attention, parce que si ça vous revient, c'est de la charge pour vos acheteurs, il faut que ça serve à quelque chose. Je lui dis vous avez combien de fournisseurs par exemple? Il me dit voilà, une centaine, c'était pas précis. Et en fait, là, il y avait une personne qui représentait une des entités du groupe qui dit excusez-moi monsieur, mais rien que pour cette entité, on en a plus de 300. Donc c'est vraiment tout simple, en tout cas en apparence. Avant d'aller même dans tout ce qui est achat responsable, déjà vous demandez s'il y a une clarté à peu près de voilà, ben, chez qui vous achetez quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un process achat à remettre un petit peu à plat avant de se dire comment on le rend plus responsable? Est-ce qu'on a même juste un process qui dit voilà comment on achète? Il y a un appel d'offres, pas d'appel d'offres, un bon de commande. Du coup, est-ce qu'on peut y mettre des critères ou pas? Ben, ça dépend. Après, dans la relation fournisseur, comment ça se passe? Voilà, c'est aussi une belle occasion de remettre ça à plat. Et je vous garantis que même chez des très grandes boîtes, là, pour le coup, c'est pas forcément toujours le cas. Quand on dit est-ce que vous pouvez partager avec nous un peu votre process achat, des fois, ça n'existe même pas. Donc, un peu se poser ces questions. Et voilà, d'autres idées que j'ai pu noter, identifier évidemment les bonnes pratiques que vous faites déjà, un petit diagnostic achat responsable rapide. Regardez si dans vos contrats types, c'est globalement équilibré. Quid de la sous-traitance? Vous avez compris que c'est là où il peut y avoir pas mal de risques aussi. Et puis se demander voilà, sur des catégories stratégiques, certaines typologies de services,
des achats qui représentent peut-être un gros poste de dépenses, qui sont peut-être pas stratégiques, mais c'est quand même un gros poste, donc qu'est-ce qu'on peut y faire, etc. C'est intéressant pour vous rendre compte de ce à quoi vous pourriez, encore une fois directement ou indirectement, vous exposer via les risques de vos chaînes d'appro. Une fois qu'on a vu un peu où on en est, où se placent les risques, il y a comment s'y prendre très concrètement. Donc là, il n'y a pas vraiment d'ordre, hein. Je vous ai mis, c'est vraiment quelques idées que moi, je vois passer chez nos clients PME. C'est, par exemple, avoir voilà, cette fameuse charte achat responsable qui va être vraiment les essentiels, les points essentiels sur lesquels vous voulez que vos fournisseurs se posent des questions ou vous apportent des garanties, en tout cas sur le papier, parce que ça va vous border aussi en termes de gestion des risques. En tout cas, ça va commencer à mettre le sujet sur la table. C'est absolument pas suffisant en termes de maîtrise des risques d'avoir une charte signée, ça j'insiste, mais c'est un super début pour pouvoir se dire, voilà, de quoi on parle, racontons un petit peu aux fournisseurs ce qu'on attend d'eux, et on verra ce que ça fait remonter. Même pas forcément la faire signer, hein. Faut que ça ait une valeur ajoutée, sinon c'est juste de la lourdeur administrative pour vous et pour eux. Je clôt la parenthèse. Une autre possibilité aussi assez simple qu'on voit, c'est d'aller intégrer, si vous avez des contrats, une clause RSE au contrat, où là, on montre dans le contrat que certes, on parle qualité, délai de livraison, etc., etc., spécifications techniques, tout ce que vous voudrez, mais qu'il y a aussi un sujet de RSE, de responsabilité sur les sujets environnementaux et sociaux. Il y a aussi la possibilité, j'ai envie de dire, de poser la question aux intéressés. Généralement, moi, ce que je dis aussi aux PME qu'on accompagne, c'est est-ce que vos clients, ils ont des attentes claires là-dessus? On a par exemple des petits fournisseurs d'un gros groupe de distribution qui nous disent, en fait, oui, on leur a posé la question, on sait très bien que sur telle matière, ils ont un objectif de certification, que sur tel sujet, apparemment, le salaire décent, ils veulent qu'on avance aussi, etc. Donc, j'ai envie de dire, pour calibrer vos propres stratégies achats responsables, regardez ce qui intéresse vos plus gros clients, puisque ce sera aligné et ça répondra aussi à leurs attentes. Voilà. CF, mon point sur les certifications aussi, éventuellement, c'est un bon levier pour avoir assez rapidement des critères de durabilité sur vos achats. Pour finir, sur le déploiement, une fois qu'on a tout ça, l'idée, c'est quand même de voir dans la pratique ce qui va pouvoir faire évoluer ce que vous achetez. Donc, si vous avez repéré dans ma phase d'état des lieux des risques assez forts sur des catégories stratégiques et ou à risque, voilà, inclure quelques critères RSE aux appels d'offres pour distinguer des fournisseurs, en fait. Comment, au-delà du reste, du classique, j'ai envie de dire, des autres critères de jugement, on ne les met pas de côté. Bien sûr, il s'agit encore une fois d'enrichir l'offre. Vous allez pouvoir exiger ou attribuer des points supplémentaires à des fournisseurs qui seraient capables de vous dire, nous, on a un petit plus sur ça, parce qu'on est capable de vous proposer telle démarche d'éco-conception ou pour le service que vous allez acheter chez nous, oui, on vous garantit que les salariés, ils ont été formés à tel sujet, ou qu'on va faire attention à tel impact, etc., etc. La formation, ça c'est un fondamental, mais qui est toujours un pari gagnant globalement. Si vos acheteurs ils sont pas au clair sur ce que ça veut dire, et globalement, je dis acheteurs, mais vous n'avez peut-être pas forcément des équipes d'acheteurs. Donc les acheteurs ou les personnes dont c'est pas la casquette principale, mais qui se retrouvent à acheter, c'est un vrai sujet avant toute chose. Ils ne vont pas comprendre pourquoi vous leur demandez aussi de mettre en place des outils, de changer des contrats ou quoi, si les fondamentaux derrière ne sont pas acquis. Il y a aussi la capacité assez simplement à se dire, est-ce que dans l'année, on n'aurait pas un rendez-vous avec à minima nos fournisseurs stratégiques sur la RSE, sur leur propre démarche RSE, sur ce que nous on attend d'eux, et de poser des questions un peu sur ce qu'ils ont mis en place. C'est-à-dire que vous pourriez être agréablement surpris en fait de voir qu'il y a des fournisseurs qui attendent que ça, d'être valorisés ou d'être questionnés sur ce qu'ils ont mis en place, parce que généralement, s'il y a des choses qui ont été déployées sur des produits plus responsables, des services plus responsables, une démarche globale de l'entreprise ou des sites de production, de fonctionnement, etc., c'est quand même globalement un vecteur de fierté. Et souvent, on voit que quand on fait des baromètres fournisseurs ou autres, on se rend compte que les fournisseurs peuvent avoir peur aussi de proposer des choses nouvelles ou innovantes à ce sujet-là aux entreprises clientes. Donc, ça peut être intéressant aussi. Un dernier exemple que je vous ai mis, je piste l'heure, mais on est dans les temps. C'est quelque chose qu'on a souvent comme demande aussi de dire, mais admettons que demain, je vais chez mon fournisseur pour un autre motif, la qualité ou parce que c'est notre business review ou autre. Comment je peux, sans être un auditeur expert ou un ingénieur en éco-conception ou autre, sur place, aller repérer pendant qu'on traverse
les bureaux, les sites, etc., repérer potentiellement 2-3 points sur le social, c'est toujours plus difficile, hein. Je vous rappelle, voilà, plus intangible, plus invisible, mais quand même, sur l'environnemental, des choses que n'importe qui pourrait voir si on a les bonnes questions à se poser et qu'on est un peu formé quand même à observer les bonnes choses. Donc une petite checklist que je peux avoir très rapidement sous le coude quand je suis en visite chez le fournisseur pour avoir une première idée de est-ce qu'il y aurait des risques, est-ce qu'il y aurait besoin peut-être d'activer un audit. Alors là, on est vraiment sur des outils beaucoup plus costauds aussi, hein, en termes de temps, de coût et de maîtrise des risques. C'est voilà, des sujets plus avancés. Je ne vous parlerai pas plus des outils des achats responsables aujourd'hui, mais c'est vrai que voilà, il y en a tout un panel et c'est très très large en termes de maîtrise variable des risques RSE qui y sont associés. On va finir avec quelques exemples et je laisserai la parole à Alix, qui m'avait dit, voilà, il faudrait quand même aussi des exemples concrets par catégorie d'achat. Quand j'ai vu la liste de vos entreprises et de vos domaines d'activité, voilà, je me suis dit, bon, il faut trouver quand même un socle commun. Donc, quelques exemples qui pourront, j'espère, parler à la majorité d'entre vous. L'énergie, évidemment, c'est un énorme sujet, puisqu'en plus, on a des coûts qui augmentent énormément. Donc, comment potentiellement, voilà, vous mettez en place des objectifs ou des actions sur vos achats d'énergie ou vos consommations. Là, ça peut être aussi de demander dans les appels d'offres si les fournisseurs ont eux-mêmes un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment par voilà, un mix énergétique qui serait plus propre. Je ne vais pas dire vert, puisqu'une énergie verte, ça n'existe pas vraiment. Mais voilà, un sujet classique d'achat responsable, c'est forcément l'énergie dans vos chaînes d'approvisionnement. Le transport. Alors là, clairement, ce qui va vous venir naturellement à l'esprit, c'est l'aspect environnemental, bien sûr, mais aussi sur les sujets sociaux. C'est-à-dire que là, vraiment, sur les produits, mais aussi sur les services, dès que vous avez du transport, et il y en a quasiment tout le temps, à plusieurs moments d'ailleurs, hein, dans le cycle de vie du service ou du produit, il y a des énormes enjeux aussi voilà, sociaux. Tout ce qui est en fait des prestations, vous avez des personnels qui exécutent ces prestations de manière nomade, qui vont beaucoup bouger, que ce soit pour les prestations de propreté d'ailleurs, hein, dont on parlait tout à l'heure aussi, ou de restauration collective, ou voilà, les transports ou quoi. C'est globalement des situations où il y a des risques sociaux et droits de l'homme qui sont souvent sous-estimés. Et donc ça, voilà, je vous incite aussi peut-être à vous poser ces questions-là sur toutes ces personnes qui sont dans vos bureaux, qui passent livrer des choses, etc. Ça peut être un sujet de réflexion aussi. La sous-traitance de production. Ça, je pense qu'il y a assez peu d'entre vous qui sont concernés, mais ça peut être aussi de la sous-traitance de services, finalement, hein. Tout à l'heure, j'ai très rapidement cité Téléperformance, où il y avait des centres d'appel de la sous-traitance à l'autre bout du monde, où clairement, il y avait des atteintes aux droits syndicaux, des tests de grossesse forcés, enfin voilà, ce genre de joyeuseté. Ça peut être aussi, du coup, dès qu'il y a sous-traitance, source de risque accru, notamment sur le social, et aussi la sous-traitance cachée, potentiellement, sous-traitance en chaîne. Donc là, d'ailleurs, le transport en fait partie aussi. Mais voilà, posez-vous peut-être cette question de est-ce qu'on sous-traite sur certains achats? Est-ce que dans nos contrats, on abordait un peu le sujet, que la sous-traitance est interdite, sauf si on en parle, on se met d'accord ensemble, voire interdite complètement sur certains achats? Voilà, j'ouvre ce sujet, mais c'est un vrai point qui peut être voilà, pertinent, où il est pertinent d'être vigilant. Et je me suis dit un dernier exemple qui peut concerner beaucoup de monde aussi et qui peut être un endroit où on va facilement avoir des petits pas, on va dire, des progrès. C'est qu'évidemment, moi, je vous recommanderais toujours de vous intéresser à l'achat responsable du contenu, mais le contenant est aussi intéressant. C'est-à-dire que si vous avez tout ce qui est voilà, print, communication, emballage, voilà, tout au global, tout ce que vous achetez à ce niveau-là, vous pouvez vous questionner aussi sur l'aspect éco-conçu de ce que vous allez acheter. Il y a des certificats, mais pas que. Il y a plein de choses qui peuvent être faites au niveau des matières, moins impactantes. Donc voilà, je vous ai mis ces exemples-là, mais qui sont vraiment voilà, des choses assez basiques sur un socle commun un peu à toute entreprise. Le message que je voulais vraiment faire passer, c'est que évidemment, les catégories d'achat où vous devez agir en premier, je ne suis pas en train de dire que c'est celle-là, c'est peut-être celle-là, mais c'est vraiment celle où vous avez les plus gros impacts. C'est-à-dire là où vous êtes posé les questions de OK, qu'est-ce qu'on achète le plus? Qu'est-ce qui est le plus stratégique? Qu'est-ce qui représente les plus gros montants d'achat? OK, est-ce que derrière ça, on a quelques risques saillants sur les côtés socio-environnementaux, etc. Et c'est vraiment sur ça
que je vous invite à travailler en priorité parce que c'est évidemment là, on parlait de mesures, c'est là où vous aurez effectivement les résultats, les impacts les plus intéressants. Et c'est ceux-là qui sont intéressants à valoriser aussi auprès de vos clients ou investisseurs ou autres. Dernière slide. Je voulais vous donner un exemple encore plus concret de comment on a pu procéder avec une PME qui était même dans ce cas-là une TPE, pour vous montrer que voilà, c'est possible de faire des achats responsables et d'amorcer une démarche, même si on a peu d'acheteurs, même si on est une petite entreprise. Il y a un micro ouvert, je suis désolée. Client Elisport. Alors moi, je ne connais pas ce client, mais Ouais. voilà, je vous propose de fermer le micro. Alix, je te remercie par avance. Super. Donc voilà, on avait clairement commencé, on avait discuté avec la directrice achat, qui était aussi voilà, en charge de tous les sujets de qualité. On s'était dit, on ne pourra rien faire voilà, tant que les acheteurs ne sont pas formés à ça pour partager un langage commun. On sait que les personnes qui font des achats, comme beaucoup de personnes en entreprise, ont peu de temps. Donc, on avait fait 2 fois une demi-journée. On avait voilà, forcément un peu plus développé tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui pour partager ça. On avait aussi formé les gens qui s'occupaient de la qualité. C'était assez intéressant puisque finalement, le but, c'est aussi que les acheteurs ne se retrouvent pas tout seuls à partir en croisade après pour acheter différemment. Si vous avez dans vos entreprises voilà, des personnes qui vont fortement influencer ce qui va être acheté, de la R&D, de la qualité, des créatifs, si c'est le cas, mais je crois qu'il y a peu d'entreprises qui sont concernées dans la liste que j'ai vue. Globalement, toutes les personnes qui vont calibrer aussi la demande, ce qui va être acheté, c'est vrai aussi hein, pour tous les achats indirects, donc globalement, mettre dans cette formation les personnes qui après, du coup, vont devoir travailler ensemble à acheter, c'est assez intéressant parce qu'ils vont parler le même langage. Ça peut lever des inerties aussi. Donc voilà, on avait fait une petite formation, 2 fois une demi-journée, et après on avait proposé 3 sessions vraiment de coaching, d'accompagnement, en disant la première, parce qu'en fin de formation, vous avez identifié ces quelques points où vous aimeriez travailler. La première, c'était arriver à ce qu'on sorte une charte achat responsable, donc là vraiment les essentiels pour aller poser des questions aux fournisseurs. La deuxième session, on était vraiment sur les aider à identifier les risques saillants des catégories d'achat que eux avaient choisies. Donc, forcément, généralement, dans les plus grosses entreprises, on prend tous les achats et on regarde en fait pour nos clients où se situent les risques et en quoi ils sont différents aussi par catégorie. Là, on s'était dit, est-ce qu'il y a des catégories où vous savez déjà qu'il y a un gros sujet et on le creuse avec vous, on affine votre compréhension et ça leur permettait d'avoir des critères aussi demain lorsqu'ils voulaient aller voir des nouveaux fournisseurs. Et la dernière session, pour surtout pas les lâcher dans la nature comme ça, c'était de se dire comment on co-crée une feuille de route assez claire. Il n'y a pas besoin d'être à 3-4 ans. Hein. Si déjà vous avez voilà, des actions claires, une marche à suivre sur quelques sujets de quels fournisseurs on va aller visiter, enfin quelles infrastructures on va aller visiter, sur quelle catégorie on veut continuer à travailler, la charte, comment on la fait vivre, et la gouvernance, comment aussi on avance sur ce sujet-là. Voilà, on avait construit avec ça et quelques sujets en plus, leur feuille de route achat responsable hyper concrète, pardon. Et je vous avoue que moi, en tout cas, en tant qu'accompagnatrice sur ces sujets, ça avait été satisfaisant d'entendre la directrice achat dire bah, écoutez, au début, on avait un peu peur parce que ça paraissait un peu nébuleux, des grands concepts, etc. Et en fait, on a réussi à atterrir sur des outils qui nous correspondent, à notre taille et qui sont surtout bah, actionnables en fait hein, dans la réalité des choses pour qu'on change la manière dont on achète. Voilà pour vous donner un exemple. Je vois qu'il est l'heure de laisser la parole à Alix. Avant ça, du coup, je voulais juste vous dire un mot sur logiquement qui nous sommes, parce que je ne l'ai pas forcément dit avant. Donc, on est un cabinet de conseil en achat et filière responsable qui s'appelle Buy Your Way. On n'avait pas envie d'un nom simple, donc voilà, nous nous appelons Buy Your Way avec 3 Y et un W. Vous avez notre vision et notre mission. Si jamais vous souhaitez nous suivre sur LinkedIn, je vous ai mis le QR code correspondant. Et voilà, si évidemment vous avez plus de questions, on pourra en parler avec grand plaisir. Je vous ai mis un petit peu ce qu'on est capable de faire en termes d'accompagnement et quelques exemples de clients que nous avons eus par le passé ou actuellement. Voilà. Je vais m'arrêter là. Alix, j'espère que j'ai respecté le temps, mais je pense que c'est bon. Et du coup, je serais ravie de répondre à vos questions par la suite si vous en avez. Merci beaucoup.